Dans cette séquence, nous allons aborder l'expression du patrimoine génétique. On connaît l'existence de méduses qui ont la particularité de synthétiser un pigment vert fluorescent. Cette particularité est liée à l'existence d'un gène à l'origine de la synthèse de ce pigment chez la méduse. Par transgénèse, il est possible de transférer ce gène dans des embryons de rats qui seront capables de produire ce pigment vert fluorescent. L'expérience de transgénèse consiste à prélever chez la méduse le gène GFP, puis par des techniques appropriées apporter ce transgène dans une cellule de souris ou de rat. Après développement de l'embryon puis du fœtus, les souriceaux sont capables d'exprimer cette information génétique provenant de la méduse. Cette expérience de transgénèse démontre que les gènes constitués d'ADN sont le support de nos caractères héréditaires. Nous cherchons à comprendre comment s'effectue l'expression du patrimoine génétique et nous allons montrer dans un premier temps le lien entre l'ADN et les protéines synthétisées. Nous allons commencer par rechercher la localisation cellulaire de la synthèse des protéines. On peut penser en première approche que la synthèse des protéines s'effectue dans le noyau des cellules, puisque c'est dans cet organite que se trouvent les gènes. Pour confirmer ou réfuter cette hypothèse, on va réaliser une autoradiographie de cellules au cours de la synthèse des protéines. On cultive des cellules dans un milieu contenant des acides aminés radioactifs. Le lieu d'incorporation des acides aminés radioactifs lors de la synthèse des protéines est mis en évidence grâce à une autoradiographie. On pose sur les cellules en culture un film photographique sous forme d'une émulsion qui va être impressionnée par le rayonnement radioactif, entraînant la formation de taches noires sur le film photographique. On constate sur l'autoradiographie que la radioactivité est présente dans le cytoplasme des cellules et plus particulièrement dans le REG ou réticulum endoplasmique granuleux. Or, on sait que la radioactivité correspond aux acides aminés radioactifs fournis aux cellules. On peut donc en conclure que c'est dans le cytoplasme, plus particulièrement dans le REG, que s'effectue la synthèse des protéines par assemblage d'acides aminés, bien que l'information génétique soit présente dans le noyau des cellules. Ceci implique un transfert de l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. On cherche alors à montrer l'existence d'une information génétique à la fois dans le noyau et dans le cytoplasme. On sait que l'information génétique repose sur des molécules d'acides nucléiques comme l'acide désoxyribonucléique ou ADN et l'acide ribonucléique ou ARN. On va utiliser un colorant spécifique de ces acides nucléiques qui est le vert de méthylpyronine. Le vert de méthyle possède la propriété de colorer l'ADN en vert et la pyronine colore l'ARN en rose. On prépare donc un tissu d'épiderme d'oignon que l'on va monter entre lame et lamelle dans une goutte de ce colorant et que l'on va ensuite observer au microscope. Sur cette micrographie d'épiderme d'oignon coloré au vert de méthylpyronine et observer un grossissement de 600 fois, on peut constater la présence de deux couleurs liées au colorant utilisé. Le noyau est coloré en bleu, alors que le cytoplasme, en particulier tout autour du noyau, apparaît coloré en rose. On peut donc dire que le noyau coloré en bleu-vert par le vert de méthyle est composé d'ADN, alors que le cytoplasme coloré en rose par la pyronine contient une information génétique présente sous la forme d'ARN. On peut noter au passage, bien que nous ne l'exploiterons pas, la présence de deux petits nucléoles à l'intérieur du noyau qui sont colorés en rose et qui sont donc riches en ARN. On peut donc résumer les résultats de nos observations. L'information génétique présente dans le noyau sous forme d'ADN doit être recopiée puis transférée dans le cytoplasme afin de permettre la synthèse des protéines. On peut utiliser un logiciel de visualisation moléculaire comme le logiciel Rastop ou LibMol pour comparer les caractéristiques de l'ADN et de l'ARN. Nous savons que l'ADN est constitué de deux chaînes complémentaires de nucléotides. On dit que l'ADN est bicaténaire. Si on compare l'ADN avec l'ARN, on constate que l'ARN est constitué d'une seule chaîne de nucléotides. On dit que l'ARN est monocaténaire. L'utilisation du logiciel Anagen permet de comparer la séquence des nucléotides de l'ARN par rapport à celle de l'ADN. On sait que l'ADN est constitué de deux brins correspondant à des séquences complémentaires de nucléotides, selon la complémentarité adénine-thymine et guanine-cytosine. La séquence de l'ARN messager correspond à la séquence exacte de l'un des deux brins de l'ADN à l'exception de l'uracile qui remplace la thymine.
L'ARN messager est en fait la copie exacte par complémentarité des bases de l'un des deux brins de l'ADN. Sur cet exemple, l'ARN messager est la copie exacte par complémentarité des bases du brin numéro 2. Il a donc la même séquence que le brin numéro 1. Nous allons aborder maintenant les modalités de la transcription de l'ADN en ARN messager. Comment l'ADN est-il transcrit en ARN messager ? On peut formuler l'hypothèse qu'une enzyme, l'ARN polymérase, recopie l'un des deux brins de l'ADN par complémentarité des bases. On peut aborder dans un premier temps la technique du pulse chase. Elle consiste à réaliser un marquage radioactif des molécules d'ARN en utilisant de l'uracile radioactive spécifique de cette molécule d'ARN. Pour le cliché A, on a réalisé l'autoradiographie après 15 minutes de culture sur milieu radioactif. On constate que la radioactivité correspondant à l'ARN se situe dans le noyau, ce qui montre que la synthèse de l'ARN messager se déroule dans le noyau à partir de l'ADN. Pour le cliché B, on réalise l'autoradiographie après 88 minutes de culture. D'abord 15 minutes sur milieu radioactif, correspondant à ce que l'on nomme le pulse, puis transfert pendant 73 minutes sur un milieu non radioactif, correspondant au chase. Cela signifie que pendant les 73 dernières minutes, la synthèse d'ARN se fait sans radioactivité. On montre donc que l'ARN initialement synthétisé dans le noyau migre ensuite dans le cytoplasme dans lequel on retrouve plus tardivement la radioactivité. L'étude du noyau par microscopie électronique permet de distinguer la chromatine que l'on peut séparer en deux groupes. Le chromatine qui apparaît clair et l'hétérochromatine sur les bords qui apparaît foncé. On peut aussi repérer la présence des pores nucléaires. L'utilisation d'un microscope électronique très puissant permet d'apercevoir l'ARN messager qui traverse l'enveloppe du noyau en passant par les pores nucléaires. Ces pores nucléaires peuvent aussi être observés au microscope électronique à balayage après application de la technique de cryodécapage. La transcription de l'ARN messager s'effectue dans des unités de transcription appelées arbres de Noël. Dans chaque unité de transcription, on peut repérer la molécule d'ADN ainsi que les molécules d'ARN messager en cours de transcription. On peut repérer dans chaque arbre de Noël le début et la fin de la transcription grâce à la taille des ARN messagers. Plusieurs ARN polymérases parcourent l'ADN dans le sens de la transcription et recopient le gène en de nombreux ARN messagers. La transcription est assurée par l'enzyme ARN polymérase. Celle-ci ouvre la molécule d'ADN puis recopie l'un des deux brins grâce à un mécanisme de complémentarité des bases azotées. À la fin de la transcription, l'ARN messager transcrit est exporté dans le cytoplasme. On peut noter que l'hybridation entre un brin monocaténaire d'ADN, qui est le brin transcrit, et l'ARN entraîne la formation de boucles d'ADN, ce qui montre que l'ARN est plus court que l'ADN. En effet, à l'issue de sa formation, l'ARN subit une maturation. Des parties non codantes de l'ADN, appelées introns, sont excisées lors d'une étape que l'on appelle l'épissage. Ce mécanisme explique aussi que des ARN messagers différents peuvent être formés à partir d'un même ARN pré-messager. Nous allons aborder maintenant les modalités de la traduction de l'ARN messager en protéines. Le problème que l'on cherche à résoudre est de savoir comment la séquence de nucléotides de l'ARN messager est traduite en une séquence d'acides aminés de la protéine. On peut proposer qu'il doit exister un système de correspondance entre les nucléotides de l'ADN et les acides aminés des protéines. C'est ce que l'on appelle le code génétique. Nous allons raisonner sur la notion de code génétique. Nous savons qu'il existe 4 nucléotides différents et 20 acides aminés différents. Si un nucléotide correspond à un acide aminé, alors il y aurait 4 acides aminés seulement possibles. Si la combinaison de 2 nucléotides correspond à un acide aminé, alors il y aurait 4 puissance 2 acides aminés possibles, soit 16 acides aminés. Ce code génétique et le précédent ne conviennent pas.
Si on propose maintenant que la combinaison de 3 nucléotides différents correspond à un acide aminé, alors il y aurait 4 puissance 3 acides aminés possibles, c'est-à-dire 64. Dans ce cas, plusieurs triplets de nucléotides différents pourraient correspondre au même acide aminé, ce qui signifie que le code génétique serait redondant. On peut donc résumer les caractéristiques du code génétique. Un triplet de nucléotides que l'on appelle un codon correspond à un acide aminé. Le code génétique est dit redondant car plusieurs codons différents correspondent au même acide aminé. Étudions le code génétique en prenant l'exemple de quelques codons. Si le premier nucléotide est la cytosine, que le second est l'adénine et que le troisième est l'uracile, alors le codon CAU correspond à l'acide aminé histidine. On constate la redondance du code génétique puisque le codon CAC correspond lui aussi à l'acide aminé histidine. On peut aussi noter que tout ARN messager commence par le codon AUG appelé codon initiation qui code pour l'acide aminé méthionine. Enfin, on peut préciser que tout ARN messager se termine par un codon stop qui est le signal de la fin de la traduction. On peut reconstituer les séquences d'acides aminés de quelques protéines à partir du code génétique. Étudions maintenant le mécanisme de traduction grâce à la microscopie électronique. On repère sur cette micrographie la présence de l'ARN messager, des ribosomes qui vont assurer la traduction de l'ARN messager en protéines et les polypeptides en cours de formation. On peut ouvrir une parenthèse sur le mécanisme de la transcription et de la traduction chez les prokaryotes. Alors que chez les eucaryotes, la transcription se déroule dans le noyau et la traduction dans le cytoplasme, il n'en est pas de même chez les prokaryotes. On peut en effet repérer sur ce cliché le chromosome bactérien constitué d'ADN parcouru par des ARN polymérases qui assurent la transcription et des ribosomes qui assurent dans le même temps la traduction. Chez les eucaryotes, au cours de la traduction, les ribosomes se fixent à l'ARN messager au niveau du codon initiation, puis vont parcourir l'ARN messager pour associer un acide aminé à chaque codon pendant la phase d'élongation. À la fin, le codon stop permet la terminaison de la transcription et la libération de la protéine. On peut terminer cette séquence en résumant les étapes de l'expression génétique. Dans le noyau, les gènes constitués d'ADN sont transcrits en ARN messager, puis ces derniers vont sortir dans le cytoplasme pour y subir la traduction en protéines.